cette forme de culpabilité, bien que ce sûr. soit par le corps médical, même par des proches parfois. Quand on parlait de sexualité, ben voilà, que de ne pas normaliser la douleur. Est-ce que je lui dis ou alors non, je dis rien parce que je vais passer pour la fille fragile parce qu'en fait, ça aurait été un homme, et ben, ça lui serait pas arrivé. On va pas y aller parce que il faut que je calcule que là je vais pas avoir mal au ventre. Mais les démarches sont très longues. Les démarches pour faire les prises de sang, les bilans sanguins par rapport à ta fertilité, tout ça c'est très long. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Léna, Adeline et Clémence. L'idée c'était de pouvoir en fait parler de l'endométriose. On a déjà fait une précédente vidéo avec Léna où on a pu avoir son point de vue et donc ses symptômes, comment elle vivait la maladie. Et là en fait l'idée, grâce à Léna on a pu rencontrer ces deux jeunes femmes, c'était de pouvoir en parler avec leur point de vue elles aussi, comment elles le vivent et tout simplement avoir un échange ensemble. Voilà. Pour commencer la vidéo, du coup, je voulais vous demander, vous, quand est-ce que vous avez su que vous avez l'endométriose? Je vais avoir 26 ans, donc en fait, on a découvert l'endométriose il y a à peu près 5 ans. Donc j'avais beaucoup de douleurs, voilà, et à chaque fois j'allais aux urgences, on me disait bah, c'est l'appendicite, vous inquiétez pas, ça va passer, c'est rien de grave. Donc je repartais avec du spasfon, avec des ibuprofène. Et un jour, donc, je vais voir un gynécologue, il me dit bon, il y a quand même beaucoup de symptômes, on va passer donc une échographie pelvienne et on va faire un scan. Donc il me dit mais bon, c'était il y a 5 ans, donc c'est vrai que ça a évolué en 5 ans. On en parle plus beaucoup, donc il me dit je sais pas, je pense que c'est l'endométriose, mais je suis pas certain, donc on verra. Donc je passe les examens et en fait il me dit si jamais on voit qu'il y a quelque chose, je te rappelle une semaine après, il me rappelle effectivement c'est l'endométriose. Donc moi il y a 5 ans, comme tout le monde, enfin je sais pas, on n'en parlait pas beaucoup. Non, on n'en parlait pas du tout. Non. Je me suis dit bon bah c'est bien, on met un mot sur mes douleurs, mais voilà. Et en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire un diagnostic? Parce qu'en fait, souvent, on explique aux femmes, limite, que c'est normal d'avoir mal et c'est un peu notre fardeau. Et donc, c'est ce qui fait que ça met énormément de temps aussi à détecter. Et quand on va chez le médecin, oui, ben non, mais t'as tes règles, c'est normal d'avoir des règles douloureuses. Et c'était une accumulation de plein de symptômes et surtout un ras-le-bol. Alors, moi, le symptôme qui est le plus embêtant. Moi, j'allais te demander, c'était quoi, toi, tes symptômes? C'est les douleurs au ventre. Et le ventre gonflé tout le temps. Alors c'est fantastique. Même quand t'as pas tes règles? Moins, quand même. Donc c'est fantastique parce que t'en rigoles presque, tu te dis bon bah voilà, je suis constipée, j'ai mal au ventre, c'est un peu gonflé. Et en fait tu te dis mais c'est bizarre parce que quand on parle autour de toi, tu te dis bon les filles elles peuvent avoir un peu mal. Aussi, c'est ça. Mais bon, il y a quand même un pas. Et j'avais vraiment mal et je suis allée voir les gastro-entérologues, enfin tout le monde quoi. Et donc je me suis dit non, il faut vraiment que j'aille voir un gynécologue. Donc j'ai changé de gynécologue jusqu'à temps qu'il y en a un qui me prenne vraiment au sérieux. Et donc voilà, mais c'était vraiment des douleurs au ventre où je m'étais dit bah soit j'ai un problème d'ordre intestinal, enfin qu'est-ce que j'ai, c'était vraiment des douleurs tout le temps. Et je me suis rendu compte même que quand j'ai eu mes premières règles, c'était ça aussi, des douleurs. Et tu les as eu à quel âge tes premières règles? J'avais quel âge? J'avais 13 ans, il me semble. Donc relativement... 13, 14... Je crois que c'est l'âge, non? C'est non, 12-13 ans, je devais avoir 12-13 ans. Ça dépend, moi je les ai eu à 9 ans et après pendant 2 ans ça s'est coupé, mais j'ai eu à 12-13 ans. Et en fait, ce qui a été un peu, si je peux me permettre, un peu bâtard, c'est que moi j'ai eu de l'anorexie. Donc j'ai fait de l'aménorrhée. Bah oui, t'as fait tes règles aussi. Sous silence, que j'avais pas spécialement de douleur. Et après, c'est ça aussi le problème, c'est que quand je vais voir des médecins, forcément, même des nouveaux médecins, on me dit bon, bah, votre parcours médical, ok, vous avez fait de l'anorexie, donc c'est hyper simple pour eux. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'examens avant que l'endométriose soit posée, parce qu'à chaque fois, les médecins me disaient mais vous inquiétez pas, c'est l'anorexie. Mais oui, c'est pour ça que vous êtes aménorrhée et que vous n'avez pas vos règles. Vous inquiétez pas, les douleurs c'est lié à ça, on va attendre le temps que ça normaliser un peu tout ce que t'avais dû. C'est ça. Et donc, même moi, je me suis dit, bon, c'est l'anorexie, je vais peut-être attendre 1 an, 2 ans, le temps que ça passe. Et au final, il y a 5 ans, je me suis dit, mais non, enfin, tes douleurs, c'est pas normal, quoi. Et donc, une fois que le symptôme a été posé, enfin, la maladie, pardon, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave en soi. Et quand on fait des recherches, après, on a de tout et n'importe quoi. Et alors, c'est terrible parce que l'endométriose a vraiment pris le pas. Une fois qu'on sait qu'elle est là, sur ton planning, sur ton emploi du temps, c'est tout bête. Par exemple, alors moins maintenant, mais des fois on me dit on va à la piscine. Alors les gens me disent non. Ouais, t'inquiète, on y va. Et moi je suis là, oh, non, on va pas y aller parce que il faut que je calcule que là je vais pas avoir mal au ventre. Mais ça c'est tout un problème en grandissant, je trouve.
énormément. Parce que du coup, t'es dans ta vie, mais quand t'es à l'école, c'est pas très très grave. Oui, oui. C'est embêtant parce que t'es jeune et que t'as envie de faire la même chose que tes copains. Sauf qu'en grandissant, quand je travaille, moi je vois typiquement cette semaine, c'était ma semaine de règles. Mais j'avais un shooting photo avec mon travail. Et du coup, j'ai eu le moment où, bon, j'ai eu mes règles pour l'instant pendant mes semaines de cours ou des week-ends. Donc j'avais ce truc de, bon, c'est pas grave. Mais là, je me suis dit, c'est le travail, je peux pas louper. Et donc j'ai eu ce moment où je me suis retrouvée face à mon patron et à lui dire, mais je suis désolée, et lui expliquer la situation, à lui dire, je ne pourrais pas assister à ce shooting-là parce que je serais incapable, je serais au fond de mon lit à me morfondre parce que j'aurais mal. Et j'ai eu de la chance, il l'a compris, mais ils sont pas tous comme ça. Et tu vois, j'ai rendez-vous avec ma gynécologue juste avant, qui m'a dit, je peux rien faire pour vous, c'est comme ça. Et je me suis dit, ok, Tu dois te laisser ça en Ça, fait. c'est super bien. et du coup, avant de dire à mon patron, j'ai eu un moment de est-ce que je lui dis ou alors non, je dis rien parce que je vais passer pour la fille fragile parce qu'en fait, ça aurait été un homme, ça lui serait pas arrivé et il y serait allé quoi. Enfin, Mais il c'est serait pas chigné entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi cette espèce d'idée reçue sur le fait que, enfin, moi ça m'est arrivé au sport, on me dit bon, t'as tes règles, tu veux pas aller au sport. Ouais, c'est ça. Comme si c'était une excuse. Ah, il y a piscine, t'as tes règles. Exactement, on prend pas cette excuse souffrance en considération. Alors que moi, c'est Léna qui m'a expliqué de ces crises à quel point elles pouvaient être douloureuses, et j'ai des copines aussi qui m'en ont parlé, ou à se tordre de douleur, à vomir, à pleurer. Pour revenir sur ça, j'ai eu rendez-vous donc avec la gynécologue. La semaine dernière. Oui, la semaine dernière, qui m'a dit. Mais vos douleurs, il y a des femmes qui ont encore plus mal. Et du coup, ça a mis dans ma tête, peut-être pas elle, je pense, parce que ça se passe très bien avec elle, mais dans ma tête, du coup, à ce moment-là, ça a minimisé vraiment ma douleur. En me disant, je suis pas légitime du coup d'avoir mal. Donc, il faut que. C'était une femme. Oui, c'est une femme. Après, souvent, mais les femmes sont tellement elle est genre spécialisée là. en endométriose et je reste avec parce que mon endométriose a évolué, entre guillemets. J'ai moins de douleur depuis que je la vois parce que, en fait, on cherche à améliorer mon quotidien et à adapter en fait mon quotidien par rapport à l'endométriose, donc c'est quand même mieux qu'avant. Mais il y a quand même ces phrases-là que t'as pas envie d'entendre parce que tu te dis, non, j'ai pas du tout, je vais pas minimiser ma douleur. Je sais très bien qu'il y a d'autres femmes où l'endométriose, elles ont plus mal et tout. Et moi, quand j'ai mal, je sais pas si je suis égoïste, mais je pense qu'à ma gueule et juste j'ai mal quoi. Il y a des femmes qui ont l'endométriose qui n'ont aucune douleur. Et il y a des femmes qui sont asymptomatiques, oui, complètement. Et toi, du coup alors, c'est à peu près au même. Enfin, il y a à peu près 5 ans aussi. Et t'as quel âge? 23 ans. Tu vas dire quoi? J'ai 27 ans. Oui, déjà. C'est le de ta vie, c'est génial. C'est ok. Non, mais c'est 23 ans, je dis déjà parce que ça fait 5 ans que je galère à avoir le diagnostic. Ouais. Encore tu l'as eu tôt. Oui, et encore maintenant, on remet en question ma parole, mes douleurs, alors qu'il y a des professionnels qui disent effectivement c'est de l'endométriose. Et vu que dans le parcours médical, on rencontre plein de médecins, tout ça, qui n'ont pas forcément le dossier, ils remettent en question, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais ils remettent constamment en question le diagnostic. Et c'est un bouleversement à chaque rendez-vous parce que je me dis, mais on ne va pas me croire en fait. Et ça a commencé il y a 5 ans, en 2018, où j'ai été hospitalisée, ça va faire 5 ans du coup, où j'ai été hospitalisée à cause de grosses douleurs en bas du ventre. Et j'avais déjà été opérée de l'appendicite, donc ça ne pouvait pas être l'appendicite. Donc ça élimine. C'est ça, c'est toujours. Et en fait, je suis arrivée aux urgences et personne ne m'a cru. On m'a pas fait d'échographie, on m'a pas fait passer d'IRM, rien du tout. On m'a dit, vous avez une colique néphrétique. J'avais pas de diarrhée, pas de vomissement, pas de température, rien de tout ça. Et ils m'ont pas fait passer d'échographie. Donc je suis rentrée chez moi avec du spasfon. Cette fameuse spasfon. Et sauf que ça a duré plus d'un mois, les douleurs, vraiment, j'avais très mal. Une douleur que je souhaite à personne. Et j'ai décidé de consulter un gynéco parce que j'en avais pas. Et en fait, elle m'a fait une échographie. Et quand elle a vu sur les images, il y avait un gros rond noir comme ça sur l'échographie. Elle m'a dit, je reviens. Mais ça, c'est intéressant que tu en parles parce qu'il y a différentes manières aussi de diagnostiquer l'endométriose. Mais c'était pas le diagnostic encore. Mais de la découvrir, il y en a qui vont passer par des étapes, ça soit même pas parfois. Oui, et puis c'est ça, et en fait, le diagnostic, généralement, la moyenne, c'est énorme. C'est des années, c'est des 700, les errances médicales, c'est énorme. Même quand on met des mots, ça peut durer encore plus longtemps. Oui, parce que quand tu dis, les gens remettent en question. Exactement. Parce que du coup, la gynécologue qui t'a fait l'échographie, elle a vu une un grosse kyste qui faisait 7 cm de énorme. diamètre.
Énorme, ouais. Et en fait, j'ai fait une torsion de trompe, c'est-à-dire que le kyste. C'est une douleur horrible, ça. Non, mais c'est atroce. C'est ignoble. Et ma c'est trompe horrible. a nécrosé à cause du kyste et s'était enroulée autour du kyste. Et en fait, quand j'étais allée aux urgences, c'était mon copain qui m'avait emmené, j'étais pliée sur les selles, vraiment, j'en pouvais plus. Et en fait, ma trompe a nécrosé, donc on a dû m'opérer, me retirer ma trompe droite. On a retiré le kyste avec, et là, c'était le début du parcours, en fait. Et on parlait pas forcément d'endométriose, quoi. Et après, ça a continué avec des surveillances, parce que je suis sujette à faire pas mal de kystes, quand même. Ouais. Et j'ai fait une infection des ovaires il y a 2 ans, donc j'ai été hospitalisée pendant 4 jours, c'était Je savais même pas que c'était possible. C'était le Covid, j'étais toute seule dans ma chambre, personne n'avait le droit de venir. Ça fait quoi quand t'as une infection des ovaires? Très mal. C'est dû à l'endométriose, ça encore, c'est Ouais. vraiment les symptômes. Et c'était très très douloureux. Et ensuite, on a fait des examens pour savoir s'il n'y avait pas d'autres maladies derrière. Enfin, on a parlé d'endométriose, mais très vaguement quand même. Et ensuite, on a remarqué que j'avais, suite à des bilans sanguins, tout ça, on a remarqué que j'avais les ovaires d'une femme de 45 ans. Et que si jamais je voulais des enfants, il fallait que je fasse une ponction d'ovocytes. Oui. Donc ça a été. C'est ce que tu fais du coup. Je l'ai fait, j'ai fini là. Ça a été très douloureux aussi, des piqûres tous les jours à des heures précises, 2 piqûres. Moi je les faisais toute seule parce que je sentais que j'étais capable de le faire toute seule. Tu les fais où ces piqûres? Là en fait tu prends la petite peau du ventre comme ça. Ouais. Et en fait, en fonction de. Si je peux expliquer la fonction d'ovocyte, c'est en fonction de ton corps, comment il est réceptif, tu as une dose d'hormones à t'injecter. C'est-à-dire que même si vous faites une fonction d'ovocyte, on n'aura pas la même dose d'hormones. C'est un stylo avec des petites capsules par micromètre au frigo et dans le stylo. Tu tournes le stylo en fonction de la dose du numéro qu'il y a dessus. Et en fait, tu visses l'aiguille dessus, tu désinfectes et tu te plantes un peu comme les diabétiques. Tu disais oui, mais même certaines femmes qui sont dans un processus pour justement c'est ont une des fille, problèmes d'infertilité, voilà, c'est ça. Mais c'était pour moi, c'était pour les cons que je l'ai fait en fait. Et donc j'ai fait un premier protocole, ils ont prélevé je crois 9 ovocytes et c'était pas assez. Parce qu'en fonction des ovocytes qui fonctionnent, ils sont pas tous ils sont pas tous viables aussi. Donc j'ai recommencé une deuxième fois avec prise de sang tous les 2 jours pour voir comment ça s'adaptait, appel avec les sages-femmes, avec le gynéco, j'étais convoquée au CHU à Pellegrin. J'ai très très mal réagi aux 2 ponctions, des douleurs atroces. Je sortais du bloc, c'était très 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 douloureux parce qu'en fait la dernière ponction ils ont percé un kyste. Ça fait super. Alors j'ai subi je sais pas trop comment nommer ça, mais j'ai subi les ignorances médicales, je pense, parce qu'en fait, ce kyste était signalé dans mon dossier depuis le mois de décembre. Le kyste qu'on avait trouvé de 7 cm? Non, ça, il a disparu, celui-là. Il a été prélevé pendant l'opération, du coup. D'accord. C'est encore un autre kyste qu'on avait découvert en décembre 2021, mais en fait, il était anodin, enfin il n'était pas sur le coup pas dangereux et il était noté sur mon dossier qu'il y avait un kyste qui traînait par là quoi. Et le jour de la ponction en fait ils l'ont percé et c'est un kyste qui s'appelle un endométriome qui porte son nom et il a une couleur chocolat donc moi j'avais pas voulu une anesthésie totale parce que je voulais savoir ce qui se passait à peu près et je me rappelle que les anesthésistes m'avaient montré le tube où ils avaient prélevé le liquide, c'était vraiment couleur chocolat et ils l'ont pas envoyé en analyse. Et du coup, ils ont ponctionné ce kyste. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas fait exprès, mais ça m'a provoqué des douleurs vraiment atroces pendant plusieurs jours. Mais je peux pas dire. Enfin, je suis pas médecin ni rien, mais à ce stade-là, avec la douleur que il y a déjà eu une opération, on n'a pas fait exprès par rapport à ça. Moi, il devrait même pas y avoir d'erreur. Et c'est surtout si c'est mentionné sur ton dossier. C'est pas ça. Pardon, on n'a pas fait exprès, c'est pas recevable. Et quand je disais, en sortant du bloc, ils te demandent sur 10, vous avez mal combien, tout ça, j'étais à 7 ou 8. Oh non, c'est pas vrai. Non mais là vraiment, je suis à 2 doigts de pleurer. Alors je suis très résistante au niveau des douleurs, mais là, je pouvais même pas remonter dans ma chambre tellement j'avais mal quoi. Et on me donnait des poches de liquide, je sais pas trop, je suis pas infirmière, mais il y avait du liquide qu'ils font en perfusion, qu'ils avaient passé au micro-ondes et qui me mettaient sur un chaud, il y a que ça qui fonctionne. Et c'est vrai que moi aussi j'avais des douleurs énormes, parce que moi j'avais pas forcément d'endométriose, mais j'ai eu des kystes. Et il y en a un jour qui s'est, je crois que c'est un épanchement, enfin un kyste qui s'est percé, une douleur atroce. Et effectivement j'ai été pliée en 2 avec des sueurs, et la seule chose qui pouvait me calmer c'était une serviette d'eau chaude. Et parce que la douleur elle est tellement dure, ça te prend tout le corps, t'as des sueurs froides,
Ouais. Et pour le coup, cet endométriome est toujours là. Ok. Donc je dois faire des contrôles assez fréquents. Je savais pas qu'il y avait différentes sortes de kystes. Alors je sais que ceux qui sont bénins et ceux qui sont. Mais moi, tu vois, je. Ouais, là j'apprends ça. Celui-là s'appelle un endométriome parce que, si j'ai bien compris, c'est l'aspect qu'il a, la matière, si je peux dire ça. Ouais. Et il porte vraiment son nom parce que c'est à cause de l'endométriose que tu as des endométriomes. Okay. Ils peuvent avoir plusieurs tailles différentes. Donc là, celui que j'ai, il fait 2,5 cm, je crois, de diamètre. Et en fait, il faut le surveiller parce que je risque de refaire des torsions de trompe. Enfin, j'en ai plus qu'une, donc une torsion de trompe. Bah ouais. Ou s'il explose, ça peut infecter. Donc ça implique des rendez-vous médicaux encore avec des nouveaux médecins, de l'intimité. Bah ouais, à chaque fois, j'allais vous demander justement par rapport à l'intimité, est-ce que ça a été un problème pour vous par rapport aux relations avec vos conjoints, justement ça, l'endométriose? Alors, pour moi, oui, parce que c'était souvent sur des hommes que je suis tombée. Ouais. Et j'avais des douleurs, et en fait, le premier médecin que j'avais vu à cause de l'infection des ovaires m'avait dit ouais, non, mais de toute façon, l'endométriose, c'est une maladie à la mode, donc. À la mode. Ça j'ai entendu. Justement, quand j'ai fait le livret, j'ai entendu dire justement ça. Que, oui, c'est à la mode, on entend parler. Et c'était dans un Uber. En fait, j'étais dans un Uber et on parlait de mon livret. Et j'étais outrée et j'ai dit, mais en fait, c'est pas à la mode. J'ai ça pour de vrai. En fait, c'est pas à la mode. Et j'étais outrée de me dire que, vu qu'on en parle, c'est à la mode. Alors que non, justement, ça fait longtemps qu'on aurait dû en parler, ça fait longtemps qu'on aurait dû en entendre parler. Mais en tant que patiente, je pense que tu leur fais confiance d'un côté parce que tu dis, eux, ils savent. Mais t'es obligée de toute façon. Parce que de toute façon, t'as personne sur qui te poser, entre guillemets. Et quand tu vois que même les professionnels, ils ont du mal des fois à te comprendre réellement. Je sais pas si c'est parce qu'ils en ont pas envie ou que c'est. Je pense que tu comprends à partir du moment où. Pour moi, tu peux dire que tu comprends, mais tu peux pas vraiment comprendre à partir du moment où tu n'as pas vécu la même chose. Pour moi. Et je pense que nous, par exemple, on peut se comprendre parce que en termes de douleur, je pense qu'on en chie quotidiennement avec ça. C'est un peu le cas, je veux dire aussi. Mais c'est pour ça. Oui, Et quand tu trouves une fille qui a l'endométriose, c'est oh oui, tu comprends ce que je veux ça dire. m'est arrivé en soirée si tu parles. C'est génial, allez. Mais oui, Ouais. parce que du coup, la personne comprend. Parce qu'en fait, on en parle peu et c'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce qui va permettre justement aux générations futures d'être éduquées par rapport à cette maladie et qu'on en prenne plus conscience. Et ce, dès l'école, et quand t'as mal au cours de sport, qu'on te dise pas oui, c'est parce que tu vas sécher le sport, qu'il y ait une réelle prise de conscience à ce niveau-là et qu'on vous prenne en considération. Donc voilà, c'est toujours comme ça en fait. Ça passe par le fait de parler, d'informer les gens. Il y a une vocation vraiment pédagogique. Ce que tu as fait, le livre, il est juste excellent parce que c'est une manière d'apprendre ludique, pédagogique, enfin, c'est hyper bien que vous soyez là et que vous en parlez parce que moi je suis pas forcément concernée et avant de te rencontrer, je savais que c'était des douleurs au ventre, une maladie liée avec les règles, mais j'étais pas du tout concernée par le sujet et on en parle peu. Et si tu fais pas l'effort d'aller chercher l'information, t'es pas. C'est pour ça qu'on est là, on veut prendre la parole et c'est hyper important. Et d'ailleurs, moi j'avais des questions du coup par rapport à ce que tu disais, par rapport à la fertilité, parce qu'on est jeune. Et moi, j'ai ce truc en ce moment de me dire, des fois je pleure et je me dis, ça se trouve, je pourrais jamais avoir d'enfant. Et c'est un truc en ce moment qui me tue. Et j'ai eu rendez-vous il y a pas longtemps où j'ai posé la question de, j'aimerais bien savoir si je suis fertile, est-ce que je peux passer des examens. Et on m'a répondu que non, parce que j'étais trop jeune et que si je veux pas des enfants là maintenant de suite demain, ben ça sert à rien parce que ça se trouve, je pourrais en avoir et que dans 10 ans, quand vraiment j'aurai des enfants, les tests seraient pas les mêmes et que l'endométriose se serait sûrement dégradée et que du coup je serais Je plus. suis très très sceptique parce que peut-être que dans 10 ans, ce sera trop tard. Mais c'est ça, et puis t'as besoin de te projeter, même juste c'est ton J'ai fait ma droit. fonction de l'ovocyte et ça s'est très bien tombé parce que c'était un gynéco pro-endométriose. En fait, il m'a vraiment bien rassurée. Il est parti, il a fait un burn-out, donc il me suit plus du tout, c'est bien dommage. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu faire ma fonction d'ovocyte et il m'a bien précisé que peut-être que dans 2 ans, ce serait trop tard. Et j'ai 23 ans, donc peut-être. C'est exactement ce que je me suis dit quand elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit, est-ce que tu veux avoir des enfants? Donc moi du coup j'ai 22 ans. Et dans mes projets actuellement, je suis hyper carriériste et c'est pas mon projet là d'avoir des enfants. Mais par contre, et je me sens obligée d'y penser, quand j'en parle avec mes parents et tout, je me sens vachement obligée d'y penser. Et ça me fait chier de me dire, j'ai 22 ans et en vrai j'aurais pas envie de penser à ça, mais je suis obligée parce que dans tous les cas, mon corps il me le permettra peut-être pas.
Et du coup, je suis dans cette phase-là où je sais pas ce que je dois faire. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant que tu parles de ton parcours avec ça. Mais les démarches sont très longues. Les démarches pour faire les prises de sang, les bilans sanguins par rapport à ta fertilité, tout ça, c'est très long. C'est pris en charge par la sécurité sociale? Ça a beaucoup de frais, ouais, c'est important aussi. Voilà, non, il y a beaucoup d'examens que j'ai payés moi-même parce que c'était pas pris en charge, dont certaines prises de sang. Ça, c'est mal. C'est fou Je comme saurais c'est un luxe, quoi. dire les C'est faits. fascinant. Il y en a que j'ai pas pu faire parce que c'était 50 € l'examen. Juste pour une ligne sur un bilan sanguin, 50 €, j'ai dit non, je suis désolée. Mais finalement, c'est en corrélation avec leur attitude face à la maladie. C'est comme si c'était un luxe parce que l'État ne prend pas en charge les dépenses là, la sécurité sociale ne les prend pas en charge, donc c'est comme si finalement c'était un luxe et un accessoire. Genre, Non, mais je rigole parce que j'ai envoyé un message au président. Mais c'est génial! J'adore! J'ai envoyé un pavé. En fait, Mais j'adore! j'étais trop énervée après T'imagines? Et j'ai dit c'est pas possible, je peux pas être comme ça quand c'est pas possible. Et bon, il a jamais répondu. Mais je vais lui écrire tous les mois, je vous ferai lire sur le message. Et... Mais il est dans la boucle, hein! Je l'ai dit à mes Copine, quoi. Mais pour dire justement que. Parce qu'en fait, de base, c'est parce que j'ai vu que l'Espagne avait le droit à 7 jours de congé mensuel. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'avais très mal au ventre à cause de mes règles. J'ai rentré du travail, j'étais dans le bus. Et du coup, j'ai rédigé le truc en me disant justement que c'était pas normal qu'on n'ait pas le choix en fait. C'est juste ça, c'est le fait de pas avoir le choix en fait qui est difficile. Moi, j'ai la chance parce que je peux faire du télétravail vu que je travaille sur l'ordinateur. Quand ça dérange pas mon patron, et sur ça il est hyper compréhensible, mais il y a des femmes qui, les patrons ne suivent pas, et il y a aussi des métiers qui ne suivent pas. Si tu es caissière ou que tu fais du ménage, typiquement, personne va le faire à la fin. C'est pas possible. Et du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant tout ça et en lui disant qu'il fallait qu'on ait ce fameux congé et que je soit considérée. Mais il a pas répondu. Mais on va s'y mettre aussi. Ouais, On va se mettre dans la boucle. Moi, ça me aussi. Ouais, on va Écoutez, mais c'est fou, j'avais entendu, je sais plus combien ils ont le droit par mois, mais ils ont le droit à des jours de. je sais plus, donc je vais pas dire plus. Si c'est 2 ou 3 jours, ouais, je vais regarder Ouais, ça. ce serait bien qu'on ait. Ouais. Il y a d'autres solutions médicales qui existent. Moi, j'ai essayé la ménopause artificielle. Ouais, j'en ai entendu parler, c'est pour calmer les douleurs de règles et les symptômes. Alors, il y a des pour et il y a des contre, c'est-à-dire que la ménopause artificielle, elle porte son nom, quoi. C'est qu'un coup t'as très chaud, un coup t'as très froid, t'es en colère, t'es triste, t'es joyeux, et en fait c'est que des pics comme ça. Et j'ai eu ça, j'ai eu cette impression-là quand j'ai eu ma pilule Endovela. Je sais pas si vous en avez entendu. Oui, j'ai entendu parler, ouais. Je rebondis là-dessus parce que moi ça m'est arrivé parce que du coup on proposait la pilule souvent en première, pour calmer. Oui, bah oui. Et donc si tu fais le choix de ne pas la prendre, quand tu dis à quelqu'un ça va, bah non j'ai mal, bah ouais mais bon, il y a des solutions, tu vois, comme si il y avait plein de solutions, voilà, il y a des solutions et comme si c'était presque de ta faute. Il y a toujours cette forme de culpabilité, que ce soit par le corps médical, même par des proches parfois, comme c'est un peu invisible. C'est ça, mais c'est comme le handicap aussi, les handicaps ils sont invisibles, on ne prend pas en considération. Et d'ailleurs je voulais rebondir, aujourd'hui est-ce que vous prenez des moyens de contraception? La pilule toujours. Ok. Et j'ai changé 4 fois quand même. Et tu prends quoi en pilule? Dimétron. Et un traitement avec. Endométriose et pilule. Ok. Je galère beaucoup avec cette pilule. Ouais, j'allais dire, je supporte la pilule et ton traitement. Je supporte la pilule et le traitement, mais c'est au niveau de tous les effets secondaires. C'est pas de libido, t'es en colère. Donc je réfléchis à arrêter la pilule. Sauf que mes gynécos m'ont toujours dit, un peu en me menaçant, en rigolant. De toute façon, personne ne voudra poser un stérilet, donc cours toujours quoi. Et toi? Moi, je prends pas de moyens de contraception parce que j'avais des risques de thrombose liés aussi au parcours anorexique et tout. Et donc, à chaque fois que je vais voir des gynécos, je leur dis dès le départ, voilà, je vous explique mon parcours, par contre, pas de pilule, c'est même pas la peine. Donc, justement, on m'avait proposé de me poser un stérilet. Donc, ça fait extrêmement mal, c'est horrible. Et après, je me souviendrai toujours, il m'a dit bon, bah, je suis désolée, on se reverra, mais j'ai pas d'autres solutions. Voilà, il n'y a pas d'autres solutions aujourd'hui. Donc je prends pas de moyens de contraception, quand j'ai des rapports, un préservatif, mais sinon pas d'autres moyens. Je préfère limite avoir mal, mais pas avoir de moyens de contraception. C'est bête à dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu, c'est le cas, c'est artificiel. Donc je préfère souffrir, donc je vais voir la naturopathe, j'essaie de... Tu trouves d'autres moyens dans les techniques de médecine orientale? Ouais, c'est ça, vraiment la médecine douce, plutôt
que voilà, c'est une forme De de toute façon, ça désolé aide pour moi. vachement ça. Oui, et puis Ouais, au-delà de ouais. ça, moi, ce que je privilégie dans cette médecine-là, c'est qu'on fait de la prévention aujourd'hui, on va chez le médecin quand on a mal. Or, ce serait bien d'y aller quand on va bien, justement, et de faire en sorte de continuer à aller bien avec plein voilà, de la médecine thérapeutique avec des choses beaucoup plus douces. Souvent, le corps et l'esprit aussi sont liés, il y a C'est énormément surtout de que facteurs aussi. L'endométriose, vu que c'est pas reconnu, ça sert à rien, entre guillemets, de prendre trop de médicaments parce que. On n'a pas assez de tu recul sais jamais dessus trop. aussi. Ouais, exactement, tu sais jamais trop. Au final, ça soigne vraiment ce que tu as parce que ça part pas. Au final, ça ne retire pas ton endométriose. Enfin, clairement, ça. Ça met Donc, du coup, le en fait de veille. faire des choses naturelles et tout, je trouve ça super bien. Moi, il y avait une naturopathe qui m'avait contacté, qui m'avait demandé si ça m'intéressait d'essayer. Et je connaissais pas du tout, donc du coup je me suis renseignée. C'est vrai que même mon ostéopathe, parce que je vais voir un ostéopathe, des fois qui me remet le bassin en place, et qui m'a dit que c'était très bien, que c'était hyper conseillé pour l'endométriose. Je vais voir la Bien sûr. naturopathe là depuis, ça va faire quoi, 3-4 mois. Ouais. Donc on paye la séance, plus on paye toutes les plantes, tous les soins. Ça revient extrêmement cher et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est malheureux qu'il n'y ait même pas une base de remboursement du tout. Il faut pouvoir se le payer. Enfin, je sais pas combien ça coûte. Moi, je sais que je paye ça dépend des consultations, mais entre 40 et 60 euros la consultation. Ouais. C'est énorme. Tu vas combien de fois J'y vais tous les 2-3 mois. Ah, Ok. Ouais, puisqu'elle donne un traitement, mais après le traitement, on est sur quand même une médecine douce, naturelle, donc c'est tout de suite 30, 40, 50 Et du coup, là, tu as le recul de te dire si ça fonctionne pas, parce que tu trouves que ça a des bénéfices. Ah ouais, franchement, Même il y a une dimension thérapeutique c'est aussi, ça. psychologique. Alors, ça a été un long parcours parce que l'endométriose, il faut savoir qu'il y a la maladie, mais il y a l'aspect physique, Bien sûr. il y a l'aspect psychologique. Tout ce que ça engendre. Ce que je devance. Non, en fait, non, c'est très bien, il y a ça, tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'organisation, au planning, il y a cet aspect social envers les autres. C'est tout bête, mais il y a aussi peut-être parfois ce complexe quand on a des crises, qu'on a le ventre qui gonfle, les nerfs et tout. On est là, mais moi ça m'est arrivé une fois. Je me rappellerai toujours, j'avais un jean taille haute comme aujourd'hui. J'avais un rendez-vous. J'arrive, j'ai une crise, mais c'est terrible. Après, on a le ventre qui gonfle, ça fait très mal. C'est horrible. Et je me rappellerai toujours, je crois que le rendez-vous, je n'ai rien écouté. J'avais tellement envie de finir. J'étais là, je me serrais le ventre. C'est horrible. Des fois, on a des crises. Donc ça prévient pas, donc il y a cette espèce d'angoisse presque sociale. Ouais, de savoir est-ce que la crise va arriver en fait. C'est ça, on se dit bon, cette situation je vais éviter, ça aussi. Du coup, tu t'isoles? Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de, comme tu dis, tu t'isoles, une angoisse sociale qui se crée. Donc je suis allée voir un psychiatre pour m'aider à gérer tout ça, etc. Et après c'est tout un parcours et la naturopathe derrière. Mais j'avais cette idée préconçue parce que voilà, on me dit c'est de la médecine douce, c'est les bobos, machin. T'imagines tout ce que tu payes, tout ce que tu dépenses pour ta santé, c'est énorme. C'est une maladie. Maintenant c'est acté en plus. Personne d'autre le Mais fera. non, mais c'est ce que je veux dire, tu vois, c'est pas le président, c'est pas grave, le président n'a pas à la télé, c'est une maladie. Bon bah ok, mais du coup, on paye on paye tout ce qu'il y a derrière. Comme tu dis, c'est pas que physique, c'est aussi mental, le psychologue, et moi je pense aller en revoir un autre justement à cause de ça. Parce que, comme tu dis, il faut pas attendre non plus que ça aille mal pour se soigner. Ouais. Mais je sens que ça commence à prendre le pas un peu. Psychologue, voilà, naturopathe, si tu vas voir un ostéopathe, si tu fais les calculs. Mais bien sûr, ça te revient hyper cher. Et je prêche un peu ma paroisse pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que c'est pas normal, encore une fois, c'est nous qui devons nous adapter à la société et la société ne fait pas l'effort de s'adapter à nous. Moi, dans mon cas, pour toutes les personnes qui sont victimes d'abus, d'agressions sexuelles, de maltraitance ou autre, l'agresseur va aller donc, pour une peine en prison prédéfinie, généralement il fait la moitié et encore, et lui après il sort. Toi par contre, tu vas continuer à payer tes soins et ce n'est pas pris en charge. Moi aujourd'hui, c'est à moi de payer un suivi médical de qualité, thérapeutique, et ça coûte super cher. Et c'est pas pris en charge, et ça devrait être pris en charge à mon sens. La société en fait doit s'éduquer et s'adapter à nous pour éviter justement une exclusion sociale, et ce qui fait après que ça engendre d'autres comportements et plein d'autres. Ça fait un cercle vicieux, et il y a vraiment des choses à faire là-dessus. On parle de plus en plus de médecine mentale. Et justement, l'endométriose, je comprends que ça puisse amener à ressentir de telles choses comme ça. Il y a aussi un aspect vestimentaire aussi, je sais pas si... Ah mais oui, pour le confort. Oui. Les jeans et tout. Alors les jeans taille haute, franchement... Ouais, c'est... Apparemment c'est le plan. Ouais, du coup, les taille haute, c'est le type. C'est le plan. Ok, bon, j'ai pas de jeans, mais j'ai quand même un jean taille haute. C'est le
On a toutes les trois. Écoute, c'est très bien. Par contre, les collants, je sais pas pour toi. Si, mais 10 minutes. 10 minutes. Et oui, vite fait quoi. Mais ça vient tout tout le le temps, temps, même, moi les tout collants le ça temps. va par contre. Mais quasiment tout le temps. Et en fait, moi personnellement, ça me fait une grosse barre là. Donc j'en ai parce que j'ai T'as quand pas des même envie collants d'en un mettre. peu plus haut parce que moi les miens vont vraiment. Déjà je prends une taille au-dessus. Ouais, Vraiment. vous n'avez plus Moi, haut. c'est des Vous collants avez de plus contention haut. que j'ai. Ah, Ouais, ça Je sais sert. pas. Ouais, ça sert. Mais sinon, t'as des collants effectivement un peu plus haut. Ça fait un peu Mais moins mal. oui. Ouais. Mais Oui, une oui. très haut, je peux la remonter même jusque là. Si je veux, mais- non mais C'est pas grave, non. Fais pas ça. Mais c'est pour le coup, l'endométriose, il y a aussi des problèmes de circulation sanguine. Oui, mais moi, ouais. j'ai des collants de contention. Du coup, ils sont T'as les noirs bras, comme ok, les d'accord. classiques, tu vois. Ça m'arrange d'un côté parce que je les paye pas. Mais par contre, je crois que tu as le droit à 4 paires de collants par an. Moi j'en avais eu, moi aussi j'avais un problème. C'était au niveau de la veine, là, je sais plus comment une c'est. varice. Ouais, j'avais une petite varice et du coup il m'en avait prescrit. Il m'avait prescrit des Belges. Et, Moi, j'ai pas vu. J'ai fait un ordre. T'arrives à la pharmacie, elle te les donne. Ah, Ça fait pas la non, couleur. on Ouais. te demande en plus quelle couleur. Non, moi j'ai pas eu le choix là. Mais, du coup, j'ai pris les collants et j'ai dit il y a des chaussettes avec. Ah, non, mais je les ai pas payées, j'ai compris pourquoi. Mais je les mets Je pas. sais quoi. pas payer non plus, mais écoute, Ah ouais, mais, tant mieux du coup. Mais c'est vrai que les collants, c'est pas possible. Les trucs trop serrés, c'est pas possible. L'alimentation aussi. Ouais. Alors Ouais, j'ai fait ça, raclette hier soir. Ça va J'ai regretté. Ouais. Parce que j'adore vraiment la raclette. Ouais. En fait, j'ai cru que j'étais enceinte de 4 mois. Ouais, c'est ça. La nuit horrible parce que j'avais très mal au ventre. Et en fait, mon problème c'est que j'aime tellement ça que je vais quand même en manger. Bah ouais, t'as enfin, envie de- Tout en bien sachant sûr. que je vais avoir Mais mal, mais c'est pas grave. pas obligé, mais c'est pareil, le week-end dernier, on a fait 2 raclettes en une journée. Ah ouais, Ouais. Ah, on parle des amateurs de raclette là. On était invités, c'était la première de l'année, on était invités le midi raclette, le soir raclette. Et c'était pas les mêmes personnes. Donc, pour Laquelle était la meilleure Celle du midi, celle du soir. Elle va balancer. Les là. deux, Attention. mais celle du soir, c'était du fromage pris dans une fromagerie. Ah, Et c'est la première fois que je faisais ça pour une On a raclette. la réponse. C'était vraiment. on sait. Mais pareil, le soir et le lendemain matin, ça a été. Ah ouais. Enfin, j'étais pas bien quoi. Le regret. Ah ouais, le regret. Mais en même temps, enfin, en plus, c'est un plat de saison. Puis c'est convivial. Un an. T'es là avec les potes, tu vas pas dire, ben non, moi je vais manger de salade verte. Enfin, j'ai pris mon truc. Enfin, t'as envie de participer au repas et de pouvoir en manger aussi, tu vois. Donc il faut pas culpabiliser. Bon, bah, moi, je sais, pareil, je vais boire un verre de vin avec des potes. Bah, je sais que j'aurai mal demain, mais des fois, je me dis, tant pis, je vais avoir mal et j'ai envie de prendre ce verre avec mes potes, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'alimentation qui fait que votre ventre gonfle et que vous avez du mal à digérer, que vous avez ces douleurs-là? Qu'est-ce qui fait que, enfin, Pas de sur choses. une raclette, du coup, enfin, C'est l'alimentation inflammatoire. Moi perso, c'est la naturopathe qui m'en a fait rendre compte, c'est le Ouais. sucre, beaucoup le sucre, le café. Alors Ah, moi le j'adore le café, café, c'est instantané. je suis c'est accro au café. terrible. Hein. Le Ah café, ouais? c'est terrible. C'est vraiment, là ça fait 2 semaines que j'en bois plus, c'est terrible. Les premiers jours, j'ai cru que j'allais mourir et tuer quelqu'un. Ça va? Ouais, ça va. Tu vois, et là on te dit, mais bois un thé. Non, c'est pas. Moi je pas buvais ça, entre 4 et 5 cafés par jour. quoi. Et Tu en vois, fait, Ah c'est oui, pas- oui, moi aussi, il y a la théine en ça fait, va. donc c'est pas... Ouais, mais c'est Oui, mais- vraiment le café, je sais pas Je ce sais qu'il y a. pas, mais pareil, mais Il y a moi un je truc. sens au travail, si Ouais. je prends un café le matin, j'ai mal 2 secondes après. Ouais, Comme c'est ça. tac, Ok, d'accord. j'ai mal. Je sais pas comment Le thé, je trouve t'expliquer. ça me- Pour ça me peu fait que t'aies mangé avant, Ouais. c'est une cata. Tu ressens tout ce que t'as mangé, t'as mal au ventre, ça gonfle, et là ça gonfle, ça va s'arrêter quand, et t'as mal, c'est t'as mal. hallucinant. C'est horrible, et puis souvent bah, tu manges le midi, mais, enfin si c'est pas chez toi, tu vas pas te changer. Puis tu te tu vois. sens gêné avec tout le monde, tu te sens sens engoncé gêné, dans tes ouais, vêtements, c'est t'es ça. pas à l'aise, en plus tu t'as un Et des mal fois, avec ton image. moi j'étais obligée d'amener une affaire, enfin des affaires Ouais. de gros Mais change, ouais, ça va être plus à parce- l'aise. Voilà, c'est ça, parce que tu dis bon j'ai mangé, après il faut que j'aille me changer, tu vois. C'est tout un processus, tu dois des fois planifier ta journée, tu vois. Il Donc, y a pas de le place à- sucre, le café, tout ce qui est plat gras, le Oh fromage, là, c'est tellement bon la ces choses-là. charcuterie, Les oignons, moi, perso. ouais, aussi. Ah ouais Ouais. Ah, mais c'est terrible. Après, tu te Bah. chaperonnes comme ça. Mais alors, tu vois, c'est là, on en discutait au téléphone la dernière fois, où on vit les choses différemment parce que, tu vois, à titre d'exemple, aujourd'hui, où ça m'est arrivé encore la semaine dernière, dès qu'il y a un truc que je sais, ça va être un peu tendu, que je vais avoir mal, je le dis, tu vois. Et T'en parles aux autres, mais ouais, ouais, ça, c'est c'est différent. différent. Mais alors, c'est terrible parce que
même mes proches qui me connaissent, donc j'ai fait de l'anorexie, souvent on dit Ah oui, du coup, ils disent ah, c'est parce qu'elle ne peut pas manger, etc. voilà, T'as c'est vraiment la ça. double peine de dire T'as voilà. la double peine. C'est Voilà. stressant, t'as les moments à table, c'est stressant, C'est ça. ils vont penser que c'est parce que voilà, Ouais. j'ai peur de grossir Ouais, aussi, ou c'est ça, ça. fait des aliments qui sont dangereux. Voilà. Comment vous vivez avec l'endométriose? Super question. Bah, franchement, aujourd'hui ça va. On s'y fait, faut pas que ça devienne une troisième personne. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, voilà. Faut vraiment prendre du recul par rapport Exactement. à ça. Et c'est dur de prendre du recul par rapport à ça, je pense. Ouais, au départ c'est dur. Et comme tu dis, ça ne me définit pas. C'est ça, Je suis pas exactement. endométriose, je suis Léna et j'ai ça, mais ça vient en plus, ça ne fait pas La ma personnalité en fait. Et vraiment la démocratisation par rapport à ça, c'est-à-dire que moi si j'ai un problème ou quoi, je le dis. Et souvent je me rends compte que les gens en face ne sont pas forcément éduqués. Ah Moi non. je fais petite minute éducation où je leur explique ce que c'est. Et tu sens quand même vraiment que les gens sont ignorants par rapport à ça, ils te font ah ok d'accord, ok. Et c'est tout. Mais voilà, vraiment prendre du recul par rapport à ça et trouver des solutions qui au quotidien aident vraiment. Donc moi c'est la naturopathie. Mais voilà, enfin moi ça serait mes conseils et voilà comment je le vis. Ok, et toi? Moi, ça va au quotidien. J'ai réussi à trouver des outils pour m'adapter. Mais je pense que la piste de la naturopathie serait à explorer. Ouais. Tout ce qui est CBD, tout ça, on oublie, je pense. Enfin, pour moi, en tout Oui, cas. oui, comme on dit, c'est du cas par cas, donc il faut s'adapter et trouver quelque chose qui te va bien. Mais il faut tester quand même. Il faut tester, c'est bien. C'est un coût des fois, comme tu disais, l'huile de CBD c'est un très gros coût pour un flacon. C'est version pas possible. zéro, Ah, mais version- Mais dans tous les cas, tu sais que tu vas dépenser de l'argent, tente de dépenser de l'argent pour quelque chose qui fonctionne Je suis plus. totalement d'accord. Après, ça va au quotidien. C'est parfois difficile en fonction de ce qu'on mange, Ouais. comme je pouvais dire tout à l'heure. Mais il faut apprendre à vivre avec, il faut l'accepter, puisque de toute façon, elle est là. Quoi. Donc, T'as pas le choix. On parlait de l'entourage. C'est très important, l'entourage, l'éducation, Surtout d'éduquer les gens. Bah, bien sûr, et surtout dans cette maladie, tu es souvent seule aussi face aux médecins qui mettent du temps avec l'errance médicale où tu as 7 ans à établir un diagnostic. Et donc, effectivement, c'est important d'avoir des gens qui t'entourent parce que souvent, c'est un combat que tu mènes. Et parce qu'il y a des médecins qui vont mettre beaucoup de temps à le trouver, t'en as qui vont te dire non, et donc faut pas lâcher les bras. Enfin, voilà, si j'ai peut-être un conseil à donner, en tout cas par rapport à cette dimension-là pour des jeunes filles, des femmes qui souffrent et qui s'arrêtent au premier diagnostic parce qu'un médecin leur a dit non. Je sais pas, enfin. C'est un combat que je mène même dans mon entourage. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a un médecin qui ne valide pas le diagnostic, mais moi c'est un sentiment que j'ai toujours eu au fond de moi, que je savais qu'il y avait quelque chose de médical qui allait pas. Et ma grand-mère était sage-femme, c'était une vocation pour elle. Et c'est elle qui a commencé à m'en parler il y a 4-5 ans quand je me suis fait opérer quand je me suis fait retirer ma trompe. C'est elle qui a commencé à m'en parler. Et en fait, les médecins n'ont pas forcément suivi son avis. Et moi, je mène mon combat sur ça. C'est-à-dire que si un médecin dit non, c'est pas ça, mais que vous sentez qu'il y a quand même quelque chose, il ne faut pas hésiter à changer de professionnel, même si ça nous coûte physiquement, mentalement et financièrement aussi, malgré tout, parce qu'il y a des médecins qui ont des dépassements d'honoraires démesurés. Et c'est un réel coût supplémentaire, vraiment. Et pour le coup, c'est pas parce qu'un médecin dit non qu'il a forcément raison. Et la temporalité du cycle, tout ça peut jouer en notre défaveur aussi. Ouais, quand tu fais les examens. Et moi, je maintiens vraiment qu'il ne faut pas hésiter à changer de personnel médical. Quoi, et continuer à être... parce que non, c'est pas dans notre tête. C'est pas la nouvelle maladie à la mode. Et c'est pas un space-fond qui va régler tous les problèmes. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Quand on parlait de sexualité, ben voilà, que de ne pas normaliser la douleur et de ne pas faire plaisir à son partenaire sous prétexte que devoir conjugal, voilà, toutes ces choses-là qui pèsent encore malheureusement malgré la nouvelle génération, bien sûr. Bien sûr. Et donc ça, il faut vraiment le prendre en compte et arrêter de prendre l'information et de se... Je sais que c'est dire... Enfin, c'est dur de dire à des adolescents, genre arrête d'écouter ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, mais c'est la réalité, ce n'est pas la réalité justement. Et les rapports sexuels qu'il y a sur internet et tout, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Et surtout quand tu as une maladie comme ça où tu sais que ça touche à la sexualité et au partage du coup. Et c'est hyper important de se faire écouter. Mais pour ça, il faut les éduquer aussi, il faut leur apprendre à l'école, montrer d'autres manières de faire. Et tu parles de la sexualité, et justement, je pense que
la sexualité doit aussi s'adapter dans le couple lorsqu'on peut, avec l'endométriose, parce qu'il y a des douleurs, il y a des moments où. Enfin, il y a des complications, moi je ne l'ai pas, mais c'est ce que j'entends, voilà, qu'il y a des douleurs et autres. Et c'est bien aussi de se dire que l'acte sexuel, on l'avait dit tout à l'heure, mais ça ne se résume pas à la pénétration et qu'il y a d'autres manières de faire en douceur, s'accompagnant, en communiquant avec l'autre. Mais ça, on ne nous apprend pas aussi, nous en tant que jeunes à l'école, de savoir dire que, surtout les femmes, hein, j'entends énormément de copines à moi, même qui approchent la trentaine et qui me disent bon, bah, voilà, on a fait l'amour hier soir, mais j'avais pas envie, mais pour lui faire plaisir. Qu'on apprenne en fait à s'écouter et à communiquer avec nos partenaires et à avoir une sexualité qui n'est pas là pour satisfaire l'autre, mais qui est là aussi pour prendre du plaisir ensemble, et il n'y a pas que la pénétration, quoi. Non, et c'est pour ça, on en parlait tout à l'heure, on va dire cette phrase 15 fois, que je l'avais fait livrer, c'était justement pour les écoles, parce qu'il n'y a pas, on n'en parle pas, et donc du coup ça permet d'éduquer un peu plus les jeunes, parce que c'est jamais, enfin on s'éduque tout au long de notre vie, même nous on apprend encore. Donc c'est hyper important, et ce serait bien que dans les écoles il y a cet effort-là, enfin c'est même pas, ça devrait même pas être un effort, mais d'avoir cette normalisation en fait. Et en fait il faut arrêter de dire qu'il y a des tabous, parce que c'est faux en fait, enfin, c'est les gens qui font ça un tabou, mais en fait ça peut être intime, et c'est normal que ce soit intime, mais ça parce que c'est quelque chose d'intime, qu'il ne faut pas faire de la prévention autour de ça, et que du coup tout le monde se tait et on n'en parle pas, et du coup il y a des dépassements et il y a des choses qui se passent qu'on n'aimerait pas qu'ils se passent, mais c'est trop tard quoi. Enfin, puis c'est ce que tu disais, il y a ce contraste entre l'accessibilité sur les réseaux sociaux et tout, et en même temps on ne veut pas éduquer à la racine, j'ai envie de dire, à la base. Exactement, on a une sexualité où on voit du sexe partout, mais on ne nous éduque pas à vivre, à comprendre ce que c'est la sexualité. Mais bien sûr, c'est normaliser ça, tout est sexualisé. Les pubs qu'on voit, normaliser même les pubs avec du lait. Le lait, c'est une connotation très sexuelle, hein. C'est fou, et donc on propose du contenu pornographique, limite à la télévision, à des heures quand même où les enfants peuvent regarder. Et à côté de ça, on n'est pas capable de faire un cours d'éducation sexuelle autrement qu'avec une banane et un préservatif. Et on parle pas non plus des préservatifs féminins, on parle pas de la sexualité entre femmes, on parle que de la sexualité hétéro, on parle pas de la sexualité des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, qu'il faut aussi se protéger. Voilà. Mais à côté de ça, on te montre des messages où tu vois des mecs à poil dans une télé, où limite c'est une barre télévisuelle. Je fais le rebond sur les préservatifs. Ouais. Parce que tout à l'heure, du coup, tu me disais que tu prenais la pilule, moi non plus, et donc du coup, j'ai fait la dernière fois la demande à ma gynécologue de me prescrire des préservatifs. Donc c'est à savoir, parce que souvent on entend dire que c'est trop cher ou quoi, et les jeunes ne se protègent pas forcément, mais pourtant c'est hyper important, et pas que pour ne pas tomber enceinte, mais aussi pour les maladies. Et donc il y a la marque Eden qui est remboursable, et c'est hyper important d'en parler et de communiquer aussi autour de ça. Je ne savais pas. Je savais pas. Voilà. Donc c'est hyper important aussi de le dire, et qu'il faut se protéger. Petit tips qui était intéressant, dont on a parlé tout à l'heure, c'est, vous l'avez très justement soulevé, c'est les pubs Nana aujourd'hui qui parlent des règles, ou avoir ses règles, ça a l'air d'être génial. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dramatique. C'est dramatique parce que franchement, et ça participe justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à l'isolement. Parce que quand tu vois la pub Nana, alors peut-être un peu moins maintenant, t'as l'impression que c'est génial d'avoir ses règles, que t'as pas le ventre gonflé, et tu vas à la piscine, tu fais du skate, tu mets tout va bien. Exactement. Alors c'est fou parce que ça nous fait culpabiliser nous en tant que femmes, et tu as beaucoup, je sais pas, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui je pense ne sont pas éduqués parce qu'ils ne sont pas confrontés à ça. Même des femmes. Même les femmes gynécologiques, mais souvent des femmes. Et ça participe à ce contraste et à ce fossé qui se crée entre les personnes, entre guillemets, comme nous, qui ont l'endométriose et qui en plus ont des douleurs, et les personnes en face qui ne sont pas du tout éduquées. Et quand on voit ces pubs ultra marketing, ça crée un fossé énorme, quoi. Et tu as fait des études de marketing, et toi aussi en plus, donc c'est assez drôle que... Du coup, c'est pas du tout sur la même longueur d'onde que ceux qui ont fait les pubs, apparemment. Non, mais moi, j'ai fait il faut que ça se vende. Hallucinant. Sauf que c'est un produit qui se vendra parce qu'on en a besoin. Pour clôturer du coup la vidéo, on dira tout un petit mot, peut-être à la caméra, pour les jeunes qui nous écoutent, et pour les femmes aussi d'un certain âge, et pour les hommes d'un certain âge, parce qu'il y en a. Pour tout le monde, exactement. Qu'est-ce que vous leur diriez?
Qu'il faut pas lâcher, que c'est un parcours hyper long et surtout, mais que ça soit par rapport à l'endométriose et en général, se faire confiance et s'écouter. Ça, c'est vraiment la base. Voilà ce que je dirais. C'est bien. Et toi? Déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai bien insisté, il ne faut pas hésiter à changer de professionnel. L'entourage, très très important d'être très bien entouré. Et aussi de s'écouter, je pense que c'est vraiment la priorité, mais ça s'apprend. C'est pas inné. Le parcours est très long et même quand on croit que c'est acquis, ça l'est pas. Et s'adapter et s'écouter surtout. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Moi, je dirais s'écouter. C'est Ouais, vraiment le mot, c'est s'écouter, s'écouter. Parce que comme tu disais, des fois, on a un diagnostic et au final, on nous dit que t'as pas l'endométriose et puis t'as quand même mal et t'as pas de solution du coup. Personne t'a pas de solution. Donc non, ce n'est pas normal pardon, d'avoir mal et c'est très important de s'écouter et d'avoir un très très bon entourage pour pouvoir affronter la douleur. Alors moi, j'avais pas l'endométriose, mais de vos parcours à toutes les trois, de ce que j'entends et de ce que j'écoute, au-delà de tout ce que cela implique en termes médicaux, il y a un réel enjeu social. C'est que ça participe aussi à l'émancipation de la femme, parce que chacune dans vos parcours, vous avez dû combattre tous les obstacles. Donc l'errance médicale, le fait qu'on ne vous croit pas, vous avez dû aussi vous émanciper, vous écouter, vous dire que non, c'est pas normal d'avoir mal, parce que souvent en tant que femme, on pense que c'est normal d'avoir mal et qu'on doit souffrir, que ce soit à travers les règles, les rapports sexuels. Donc il y a aussi finalement, dans ce que j'entends dans vos discours à toutes les trois, une affirmation de soi. Et ça, c'est un combat de toute façon qu'on mène à travers plein d'épreuves de la vie. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses à vos côtés, donc je vous remercie. J'ai adoré vous rencontrer, vous êtes toutes extraordinaires. Et j'espère que cette vidéo, et je vous remercie de l'avoir regardée. Le but, c'est de pouvoir, en fait, j'ai toujours, il faut communiquer et qu'il y ait toujours une dimension pédagogique. C'est pour ça aussi que Léna a fait ce super livre, encore une fois, du contenu ludique, pédagogique pour apprendre. Et c'est comme ça, justement, que la société va pouvoir s'adapter à nous et non l'inverse, et qu'on va pouvoir être ensemble dans un monde meilleur, même si je ne veux pas faire une vision utopiste. Mais j'étais super contente. Merci beaucoup. Ouais. Je suis Fabienne Mallet, sage-femme libérale et sexologue dans la région de Rhône-Alpes-Auvergne. L'endométriose concerne 10 à 15% des femmes en France en âge de procréer, c'est-à-dire de 15 à 49 ans, soit 2 à 4 millions de femmes en France. Cette prévalence est comparable, voire supérieure à celle du cancer et du diabète chez les femmes en France. L'endométriose est une maladie multifactorielle, résultant de facteurs génétiques et environnementaux, d'inflammation et de facteurs liés aux menstruations, c'est-à-dire les règles. L'endométriose est la maladie qui fait mal quand ça saigne, due à des cellules endométriales, c'est-à-dire la muqueuse de l'utérus, qui migrent de façon anormale pendant les règles ou les menstrues pour se greffer ensuite dans la région pelvienne. L'accumulation de ce tissu endométrial dans la cavité abdominale inflamme les tissus avoisinants. Ces tissus irrités se cicatrisent, provoquant alors des accolements appelés adhérences. Par la suite, ces cicatrices peuvent générer de petites douleurs par pincement des nerfs pelviens. Ces femmes souffriront pendant et hors menstrues. L'inconvénient du non-diagnostic ou du retard de diagnostic, c'est l'installation de la douleur qui deviendra au fur et à mesure chronique et empêchant par exemple la pratique du sport et entraînant l'absentéisme à l'école et au travail. Les douleurs pelviennes sont nombreuses et ne définissent pas forcément l'endométriose. Il est nécessaire d'être diagnostiqué par un ou des professionnels de santé formés. Le but est de mettre en lumière cette maladie par une écoute clinique, de la bienveillance, évaluer la douleur et un diagnostic à l'imagerie, comme un IRM. Il existe des associations qui peuvent réorienter chez les professionnels de santé formés, comme EndoFrance, Périnée Bien-Aimée, les Clés de Vénus. Dès lors où l'endométriose est diagnostiquée, l'objectif est d'arrêter les saignements. Les douleurs peuvent être jugulées avec des antalgiques et des anti-inflammatoires. L'arrêt des saignements sera pris en charge avec des moyens de contraception hormonaux, tels que les microprogestatifs et les œstroprogestatifs. Parfois, on peut utiliser les systèmes intra-utérins,
qui sont à base d'hormones, anciennement les stérilés. Les dispositifs intra-utérins, le stérilet au cuivre, est contre-indiqué puisqu'ils sont inflammatoires. La douleur répétée, exprimée pendant les relations sexuelles, entraîne une anticipation négative du coït, entraînant une baisse du désir, de l'excitation, de la lubrification, ainsi que la congestion vaginale. Ces effets secondaires peuvent déclencher un vaginisme, qui serait la cause de l'endométriose. Cependant, le vaginisme existe également sans endométriose, dû à d'autres facteurs qu'il faudra déterminer lors de la consultation. L'apparition de saignements pendant et après les rapports sexuels est un motif de consultation et ne sont pas normaux. Il est important d'en rechercher la cause. L'endométriose peut être à l'origine si elle est diagnostiquée, mais cela peut être tout autre chose. En résumé, 1 à 7% des femmes atteintes d'endométriose sont asymptomatiques. 20 à 50% des femmes atteintes d'endométriose consultent pour infertilité. 25 à 70% des femmes et 19 à 47% des adolescentes souffrent de douleurs pelviennes chroniques. 70% des femmes atteintes d'endométriose diminuent les activités sportives, ont des troubles de l'appétit et du sommeil. Le délai moyen pour diagnostiquer une endométriose est de 7 ans.